Je suis fier parce que le nom de Catherine, aujourd'hui, c'est un événement dans la ville Saint-Denis. Le 26 décembre 2004, où j'ai un coup de fil, on me dit que ouais, Johnny a été assassiné. Moi, je te dis franchement, ça ne m'a pas étonné. Quand on est arrivé chez la tante en le voyant par terre, manquant un pied, le cou coupé, ses vêtements maculés de sang, c'était l'horreur. Ça, c'est tragique. Ça pourrait... Oui, une tragédie grecque. Il me disait tout le temps, lui, il ne va pas mourir comme tout le monde. Regarde ça, on laisse sa chemise. Il me montre sur son estomac, grand cercueil comme ça avec une croix dedans, écrit « Je suis né pour souffrir ». Dimanche 26 décembre 2004. En ce lendemain de Noël, l'île de la Réunion va écrire l'un de ses faits divers les plus dramatiques. Sur les hauteurs de Saint-Denis, le quartier de Saint-François est sur le point de devenir l'épicentre d'une colère longtemps refoulée. Dans cette enclave déshéritée de l'île, on n'échappe pas à son destin. Livrés à eux-mêmes, les habitants de Saint-François baignent dans une misère sociale qu'ils reproduisent et qui les tue. Parmi eux, Johnny Catherine est un des rares à avoir voulu défier cette fatalité. Il n'a qu'un seul moteur, se venger de cette vie. Il est à peine 8 heures. Johnny Catherine marche seul dans son quartier de Saint-François. Il est alors loin d'imaginer qu'il se dirige vers un ring à ciel ouvert sur lequel il devra lutter pour sa propre survie. Les journalistes Jean-Philippe Louis et Jérôme Leglay ont reconstitué l'enchaînement des faits. L'impression qu'on a eue quand on l'a vu pendant... Johnny Catherine, lui, il est sur, un peu avant 8 heures, il est sur le terrain de sport. C'est pas un terrain de foot, c'est un terrain de sport, multisport à Saint-François. Avec des gamins, il organise un tournoi de sport. Ce match qu'il organise symbolise beaucoup à ses yeux. Il veut montrer le meilleur de lui-même, démentir l'image de caïd qu'on lui donne dans son quartier. Mais tout autour du terrain, une trentaine de jeunes est là, cachés en embuscade. Lorsqu'ils sortent de l'ombre, armés de sabres et de battes de baseball, Johnny comprend qu'il est rattrapé par son histoire. C'est un véritable guet-apens qui a été monté. Plusieurs personnes ont parlé de plus de 30 personnes qui sont précipitées sur lui. À ce moment-là, il a pris la fuite. Il a pris la fuite vers la direction de chez sa tante, en passant par les toits. Là, la meute est lancée. Les autres le poursuivent, c'est une poursuite dans les ruelles, quoi. Et ils l'ont retrouvé dans la cour de sa tante. Johnny Catherine pense être en sécurité chez celle qu'il a élevée, la tante Émilienne. Mais ce refuge va devenir une voie sans issue dans cette chasse à l'homme. Il se retrouve cerné par 9 de ses assaillants. Sa sœur Carole a vu son frère mourir sous ses yeux. Moi qu'il était quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon frère? Il était coincé entre les murs, il ne pouvait plus. C'était vraiment...
l'engrenage. Et c'est là où effectivement ils sont acharnés sur lui à coups de sabre, à coups de matraque pointue. Il a bien vu sa mort arriver. Parce qu'on en arrive quand même à lui couper le pied droit et à le transporter à bout de bras dans le quartier sur pratiquement 600 mètres, en hurlant « Ticoc est mort, le lion est mort, le lion est mort ». Et quand on est arrivé chez la tante en le voyant par terre, manquant un pied, le cou coupé, ses vêtements maculés de sang, le bras presque arraché, c'était l'horreur. C'était comme si on était hypnotisés. On n'arrivait plus à penser. Lorsque les secours arrivent sur place, ils sont horrifiés par l'atrocité du crime. Le corps de Johnny Catherine est retrouvé avec 31 blessures. Cette mise à mort, qui rappelle celle d'un gladiateur au milieu d'une arène, va ébranler la Réunion. L'île vient de perdre l'un de ses plus grands champions. Aujourd'hui, c'est la tristesse qui prédomine sur les terrains et les rings. Johnny Catherine, le champion du monde de boxe française, a été victime d'une expédition punitive. Une vingtaine de jeunes l'ont tué avec des armes blanches. En ce lendemain de Noël, le quartier de Saint-François est gagné par la Gueule de Bois, comme tétanisé par ce crime collectif commis par les siens. Nombreux sont les riverains qui ont assisté aux terribles scènes du matin. La traque, la fuite, le pied droit découpé et porté comme un trophée. On est à l'arrivée, le voisin fait comme ça. Ils lui ont donné des coups où? Surtout dans le cou, sur le bras, la jambe, il arrache le pied. Et le gars tient le pied dans la main comme à tout. Qu'a fait Johnny Catherine, le grand champion réunionnais, pour mériter un tel châtiment? Sur la trentaine de personnes qui a participé au lynchage, 9 sont arrêtés, dont un mineur. Ce sont les 9 qui ont battu à mort Johnny Catherine. Ils se sont rendus d'eux-mêmes à la police. On parle alors de règlement de compte. Les 9 mis en examen sont tous des habitants de Saint-François. Aucun d'entre eux n'a de casier judiciaire. Tous sont décrits comme des hommes ordinaires. Et pourtant, les 9 meurtriers de Johnny Catherine viennent de donner naissance à l'un des crimes les plus barbares qu'ait connu la Réunion. Ce 26 décembre 2004, l'île a bien failli passer à côté de ce terrible fait divers. Johnny Catherine n'a fait aucune une dans les journaux locaux. Le même jour, 3 heures à peine avant le drame, la Réunion essuyait les restes du tsunami qui a balayé l'océan Indien. On a 2 événements marquants, importants et forts pour la Réunion, qui sont le tsunami qui arrive effectivement sur la Réunion et l'assassinat de Johnny Catherine. Johnny Catherine qui était quand même connu dans toute l'île, qui avait eu sa part de gloire, sa bonne part de gloire avec ses 2 championnats du monde de boxe française. Là, le fait divers, qui n'était qu'un simple fait divers comme on en a couramment ici, devient quelque chose de plus important du fait de la personnalité de la victime. Johnny Catherine, la légende. Son histoire, c'est celle d'un gamin de la rue devenu champion du monde de boxe française. Toute sa vie, Johnny Catherine n'aura cessé de provoquer son destin par la force de ses poings. Né en 1970, Johnny est rapidement livré à lui-même. Son père refuse de le reconnaître, sa mère l'abandonne. C'est sa tante Émilienne qui le recueille sur les hauts de Saint-François. Ce quartier enclavé en altitude vit en vase clos dans ses cases proches les unes des autres. Avec ses liens de sang forts, Saint-François est comme une grande famille qui reflète le visage métissé de la Réunion. Des créoles, mais surtout des CAF, ses descendants d'esclaves africains. Johnny Catherine est de ceux-là. Petit pour son âge, Johnny prend des coups. Très tôt, il se retrouve confronté à la dure réalité de sa condition aux côtés de sa sœur Carole, celle qui l'épaule durant toute son enfance. On se chamaillait assez souvent, mais quand l'un ou l'autre était malade, tous les 2 étaient tristes.
On avait peur justement que la mort remporte l'un ou l'autre. Parce que quand même étant enfant, on avait cette habitude-là de protéger l'un et l'autre, quoi. Adolescent, Johnny semble condamné à reproduire la misère sociale dans laquelle il baigne. Ici, peu d'espoir. La Réunion a le plus fort taux de RMistes en France, un quart de sa population en vie. Johnny quitte l'école analphabète. Il a surtout appris à se faire respecter dans son quartier en frappant avec ses poings. Johnny est alors connu comme un redoutable bagarreur. Il devient le caïd de Saint-François, celui que l'on surnomme le coq. À sa majorité, Johnny n'a rien fait de sa vie. Mais il a déjà un solide casier judiciaire et plusieurs semaines de prison à son actif pour coups et blessures. Tous les éléments sont réunis pour faire de lui un délinquant. Nous sommes en 1990. Il a déjà 20 ans lorsqu'il franchit pour la première fois la porte d'un club de boxe française, un des sports les plus pratiqués à La Réunion. Un homme va changer brutalement le cours de son existence. Jean-René Drenadza est une figure à La Réunion. L'entraîneur a été le premier réunionnais à accéder à l'élite nationale. Chaque soir, il entraîne les futurs champions de l'île. Un de ses élèves lui parle alors de Johnny. Il me dit, monsieur Drenadza, a dit à côté de la case, il y a un petit gars, il est dangereux, dangereux, dangereux. Simplement là, mieux n'ose pas aller ici parce que le marabout est un peu sauvage. Parce que bon, il bataille un peu dans le chemin, tout ça et tout, mais là, dans la boxe. Alors il me dit, si ça même on a besoin, amène à lui. Moi-même, je suis un enfant ici de karaté, tout ça, et il faut l'emmener, on discute avec lui, on va voir ce qu'on peut faire pour lui. La plupart des élèves commencent dès l'âge de 10 ans. À 20 ans, Johnny n'est jamais monté sur un ring. Et pourtant, Drenadza est immédiatement séduit par la force de frappe du garçon. Mercredi, il arrive à la salle. Alors je vois quelqu'un arriver en survêtement, bien costaud, il rentre à la salle. Et ma première rencontre avec lui, ça va être déterminant. Il arrive à côté de moi, il dit, bonjour, Aou Drenadza. Il dit, moi, tu es Catherine, moi. Il me dit, non, tu as voulu dire que tu es monsieur Catherine et moi, c'est monsieur Drenadza. Et il me fait, ouais. Déjà, il y a eu le respect qui s'est établi. On va se faire? Ouais. Ouais. Et je le vois, ouais. Et il y avait le grand miroir à côté. Et à la fin, il dit, monsieur, c'était la première fois qu'il m'a moi le son. Et je vois le gamin qui n'a pas été à l'école, je le vois utiliser un mot, leçon. Ça veut bien dire ce que cela veut dire. En ce moment, je dirais les jeunes d'aujourd'hui qui lèvent, il faut faire beaucoup de sport pour réussir dans la vie. Parce que moi-même, si je ne faisais pas de sport, je ne réussis pas dans ma vie. Très rapidement, Johnny trouve dans le milieu de la boxe une deuxième famille. Chaque jour, il s'entraîne avec un autre disciple de Jean-René Drenadza, Didier Brancard. Comme Johnny, Didier vient d'un quartier déshérité. Le gars, il se réveillait le matin, il se tapait ses 10 km d'abord. Il aimait courir en montagne, donc il courait là-haut, là. Il redescendait, après nous, on avait notre entraînement. Il s'entraînait tout le temps. Un valeureux guerrier au niveau sportif. J'ai faim, j'ai envie d'être le champion. Moi, dans ma tête, c'est de boxer. Apprendre à boxer encore parce que je suis en grosse progression de boxe et j'ai encore des chemins à faire. Johnny gravit un à un les échelons des poids légers, les moins de 63 kilos. Et il a gagné un surnom, le Lion. Sur le ring, il était là, présent. On voyait que c'était vraiment un tigre. Que tu montes, tu as l'arbre, que tu partais après toujours, où il était toujours à l'affût, toujours à l'affût. Et puis d'une puissance de frappe, c'est incroyable, quoi. Drenadza réussit son pari. Dompter l'animal Johnny Catherine. Il y a quelques mois encore, on parlait du coq de Saint-François. Aujourd'hui, on le compare à un lion sur le ring. Le journaliste Johnny Lérivin suit depuis le début son parcours exceptionnel. Catherine a la chance de tomber sur Drenadza. Drenadza, c'est un pédagogue, c'est un champion, c'est un pédagogue également. Et Drenadza, au début, trouve les mots justes pour lui dire « Attention, si tu viens sur le ring, voilà, sur le ring, il y a des règles. » Il faut absolument que la rue, j'entends plus parler de ça. Le message que j'ai à passer avec les jeunes aujourd'hui, à partir de 16 ans à 20 ans jusqu'à 25 ans,
Si vous entraînez la boxe, que ce soit la boxe thaï, la boxe française, ou bien la boxe le kickboxing, ou bien l'anglaise, pour bagarrer avec des gens, ça ne vaut pas le coup. Il faut s'entraîner, s'inscrire dans un club et puis faire beaucoup de la compétition, à moins qu'un jour vous avez un bon boulot. Et il y a eu une vraie complicité pendant 3-4 ans de ces deux-là. Et c'est vrai que Drinaza l'a fait monter, à gravir une à une les étapes qui mènent jusqu'à la consécration internationale. La consécration. Johnny part pour la métropole. Tout juste auréolé du titre de champion de la Réunion, il quitte son île pour la première fois pour suivre sa carrière sportive. Un enfant dans la misère, qui a grandi dans la misère, qui ne connaissait ni lire ni écrire, être en France, en métropole, c'est une réussite pour sa famille. À Paris, Johnny s'entraîne sans relâche au sein de l'INSEP, l'Institut national qui encadre les sportifs de haut niveau. L'élite du sport, le saint du saint. Là, il apprend aussi à lire et à écrire. Il passe même son brevet d'état d'éducateur. Un parcours inimaginable pour l'ancien gamin des rues. Une ascension inattendue qui ne fait que commencer. Ces années à l'INSEP, oui, l'ont changé parce qu'il était dans un environnement totalement différent de ce qu'il connaissait jusque-là. Il était loin de son Saint-François natal. Et là, tout le monde se dit que voilà, Johnny Catherine a changé. Ce n'est plus le caïd, le voyou, mais c'est devenu un vrai champion. Il respecte, quand il est sur le ring, il respecte les règles. Il ne donne pas des coups de poing en dessous, il ne donne pas des coups de pied interdits. Voilà, il boxe dans les règles de l'art. Sur le ring, Johnny Catherine est désormais redouté. Il devient la vitrine de la Réunion en métropole. 1997, il accède à la finale du championnat de France contre le grand favori, Kamel Chouaref. Il arrive en élite, 95, 96, première année. Il tire contre Kamel Chouaref, le champion de France en titre. Champion de France, champion d'Europe. Le gars a fait 10 années, 10 ans champion de France et 4 fois champion d'Europe. Une bête dans la catégorie. Le match tant attendu. Johnny s'entraîne depuis des mois pour battre Kamel Chouaref. Le combat est indécis jusqu'au bout. Mais c'est bien le cogneur de Saint-François qui domine, jusqu'à la victoire. Vexé après avoir reçu un avertissement à la 4e reprise, le sociétaire du BFA Joinvillez joue son va-tout et tente de faire la décision au point. Sa droite envoie Chouaref au tapis et lui donne l'avantage. La 5e et dernière reprise ne changera rien. Johnny Catherine est déclaré champion de France. 4000 personnes à Coubertin qui se sont mis debout pour le clamer. 4000 personnes. Johnny Catherine devient champion de France. C'était le combat de titan que j'attendais souvent. Très beaucoup que j'attendais Chouaref ce soir. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence au niveau de cette victoire? La différence, ça joue sur condition physique. Là. C'est qu'il n'était pas en condition physique, Chouaref. Il a pris peut-être le combat à légère, mais moi, je n'ai pas pris le combat à légère. J'ai pris mon combat au sérieux. Le tout nouveau champion de France multiplie les combats. Il accumule les victoires et consécration ultime, il devient champion du monde de boxe française, une nouvelle fois contre Kamel Chouaref. Le lion de Saint-François vit son heure de gloire. Avec son titre, il semble avoir mis KO le destin qui lui était réservé depuis sa naissance. La boxe française a été à un moment donné un support incontournable dans lequel il a trouvé refuge et un moyen d'insertion qui lui a permis pendant 6 ans de côtoyer le haut niveau, de voyager, de vivre comme tout un chacun dans la société. 4 ans se sont écoulés depuis que Johnny a quitté la Réunion. Il approche de ses 30 ans, sa carrière touche à sa fin. C'est en métropole qu'il a décroché toutes ses grandes victoires et qu'il s'est construit une autre vie. Il doit désormais rentrer, retrouver son quartier de Saint-François. Il fallait qu'il revienne. C'est peut-être ce retour, peut-être qu'il a été peut-être mal négocié. Parce qu'au retour, il s'attendait à monts et merveilles, mais ça n'a pas été le cas. Lorsqu'il a quitté Saint-François 4 ans plus tôt, Johnny Catherine avait encore l'image du bagarreur de rue analphabète. Il est aujourd'hui de retour avec le titre de champion du monde
un diplôme et l'aura du Réunionnais qui a réussi en métropole. Malgré toutes ces victoires, Johnny n'a pas gagné d'argent. La boxe française est un sport amateur. Il n'a d'autre choix que de retourner vivre dans le quartier qu'il a vu naître, se réadapter à une vie de famille avec ses 4 enfants. Il retrouve aussi ses habitudes de coureur de jupons. Grâce à son brevet d'État obtenu en métropole, il décroche un emploi d'éducateur sportif à Saint-François. Je suis éducateur sportif de la boxe française Savate et que c'est mon savoir-faire. Et je voudrais le manaki que j'ai appris sur le ring, que je pourrais enseigner les jeunes qui relèvent aujourd'hui, la relève. La relève. La Réunion compte une des populations les plus jeunes du territoire français. Les moins de 18 ans représentent plus de 40% des Réunionnais. La réalité sociale est bien loin de la carte postale. Sur une île où le chômage touche 1/3 de sa population, le sport est considéré comme un bon moyen pour s'en sortir. À l'image de Johnny Catherine, celui qui a bravé le déterminisme social, cette fatalité de la misère dans les territoires d'outre-mer. La boxe française fait recette à La Réunion. C'est dans ce département que l'on compte le plus grand nombre de licenciés. Dans les quartiers, les cases d'entraînement sont ouvertes à tous. C'est comme ça que 10 ans plus tôt, un jeune bagarreur de rue du nom de Johnny Catherine est venu à la rencontre du grand Jean-René Drinazza. La bagarre, ça fait partie du quotidien à La Réunion. Et donc, le sport de combat ne vient pas simplement apporter une technique à des gens, mais vient organiser une cohésion sociale, vient apporter un moyen de mieux canaliser ces jeunes, canaliser une violence. Cette violence, Johnny Catherine ne l'a jamais totalement évacuée. En revenant à Saint-François, il se retrouve happé de nouveau par son passé, par son histoire. Pour celui qui a connu la gloire, l'adrénaline du ring et la rigueur des entraînements quotidiens, la fin de la compétition provoque un manque terrible. Et la seule drogue de substitution pour Johnny, c'est ce qu'il connaît le mieux, la bagarre de rue. Fort de ses poings, de son coup de pied foudroyant, Johnny est tenté à nouveau de jouer les petits coqs dans la basse-cour de Saint-François. Cette fois-ci, avec une violence inégalée. Et Johnny, malheureusement, cette frustration que le gamin a subi pendant sa jeunesse, est parti un peu trop loin. C'est-à-dire qu'il a façonné, les gens autour de lui, il a été un chef de bande également, ont matérialisé tout ça, ont favorisé qu'il devienne un méchant que machin. Quand il a raccroché les gants, effectivement, il a commencé sérieusement à faire parler de lui du mauvais côté. Et les policiers ont souvent eu affaire à lui en garde à vue ou sur des affaires de violence. Mais globalement, toujours sur le quartier de Saint-François. C'est sans doute durant l'une de ces gardes à vue qu'un étrange pacte est scellé. Le quartier de Saint-François est une enclave vers laquelle la gendarmerie rechigne à se rendre. Pourtant, de nombreux habitants viennent y déposer plainte, et notamment contre Johnny Catherine qui les terrorise. Mais étrangement, ces plaintes sont systématiquement retirées, comme si Johnny Catherine bénéficiait de la bienveillance de la gendarmerie. La famille O'Haraud est une des familles de Saint-François. Jérôme est le frère des 2 inculpés du meurtre de Johnny. Je ne peux pas changer. C'est-à-dire le bon maman, ici, il te vient porte plainte. Le flic qui cause aussi avec le maman, il n'a pas besoin de porte plainte, il m'a résolu les affaires, inquiète pas. Le maman, il a confiance le policier. Mais sa question était comme ça. Porte plainte, tu ne gagnes pas parce que le policier dit ça va la faire là. Il dit ça va résoudre les affaires de Johnny Catherine. Mais à où, en tant qu'habitant Saint-François, dit beaucoup, tu vas faire confiance à l'inspecteur de police. Mais elle était comme ça. Voilà. Cette impunité témoigne d'une totale démission de l'État dans ce quartier. Lorsqu'il arrive à Saint-François, le tout nouveau commandant de gendarmerie pense pouvoir acheter la paix sociale en demandant à Johnny d'être son indicateur. D'une certaine façon, il lui délègue son propre pouvoir et le rend intouchable. Quand il y avait des problèmes quelque part, notamment sur des soirées, tout comme ça, on disait à Johnny, vois si tu peux les calmer, qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'était clairement une délégation, mais le problème c'est qu'il n'allait pas derrière vérifier comment Johnny Catherine s'acquittait de sa mission de service public.
Et c'est effectivement dans ces cas-là qu'il arrivait dans des fêtes en disant ah, maintenant je veux boire, je veux faire ceci, je veux embrasser un tel. Et qu'il foutait tout en l'air, sinon il cassait tout, quoi. Effectivement, c'était un caïd, il faisait ce qu'il voulait. Il rentrait chez les gens comme il voulait. Et le premier qui disait quelque chose, il prenait ou ce qu'ils appelaient un kick, justement, un coup de pied latéral en pleine tête, le pied coupé, justement, ou il prenait un coup de poing. Donc oui, effectivement, il faisait régner sa petite terreur. Mais il est allé trop loin. Après une agression avec arme, Johnny est emprisonné durant 9 mois en 2002. Il sort définitivement de la page des sports pour s'illustrer à nouveau dans celle des faits divers. Johnny Catherine est-il condamné à revenir sans cesse à sa condition, cette misère dans laquelle il a grandi? Cette descente aux enfers, il essaie de la rompre une nouvelle fois. Le Johnny du ring est de retour, cette fois-ci en boxe thaï, une boxe beaucoup plus violente. La boxe thaï, c'est vrai que c'est un peu plus... j'ai envie de dire dans ses cordes, parce que bon voilà, il retrouve un petit peu ses réflexes d'antan. Boxe taille, presque tous les coups sont permis, coups de genou, coups de poing, coups de coude et tout. C'est plus le bagarreur qui revient sur le ring. Ce soir, Johnny a l'occasion de renouer avec sa gloire passée, avec sa seconde famille, non plus la rue, mais la boxe. Après tous les percussions que les gens autour de moi, je suis fier parce que le nom de Johnny Catherine, aujourd'hui, c'est un événement dans la ville Saint-Denis. Le lion annonce son retour. Pour réussir, Johnny Catherine doit battre le champion du monde en boxe thaï, Kamel Djemel. À Saint-Pierre, de refaire la même chose à monsieur Johnny Catherine. Kamel Djemel, c'est une pointure en boxe thaï et Catherine contre Djemel, ici, c'est vraiment l'affiche à ne pas rater. Le petit stade de l'Est est plein, comble. Catherine affiche 65 kilos tout rond. À 33 ans, sans entraînement rigoureux, ce retour sur le ring tient du miracle. Même son poids le trahit lors de la pesée d'avant-match. Johnny est trop lourd, 1 kilo de trop pour sa catégorie. Un mauvais présage. Alors, combat ou pas? Moi, je lui demande de perdre 1 kilo, et encore, je suis gentil parce que normalement, c'est vraiment qu'il doit perdre 1,5 kg parce que la catégorie, c'est de 63,5. Donc, moi, le combat, il va y avoir lieu, il n'y aura pas de problème. Le match va se faire, le match, parce que je sais que les rayonnés attendent ça. Et au fond de mon cœur, moi-même, je suis un pur rayonné, un sang pur rayonné. Et moi aussi, ça fait longtemps que j'attends ça, ma famille attend ça. Je ne peux pas redonner ce combat. 10 novembre 2003. Ce soir, l'honneur de Johnny Catherine est en jeu. S'il gagne, il renoue avec son image de champion du ring. S'il perd, il restera à jamais un bagarreur de rue. Le combat ne dure que quelques secondes. Son adversaire met Johnny KO. C'en est fini des espoirs du lion. Pour la première fois de sa vie, Johnny Catherine se retrouve à terre. Le coup est fatal. Catherine KO, c'est un événement. Le coup est dur, mais ce soir-là, il prend un double coup parce qu'en plus de subir son premier KO, eh bien, il doit subir en même temps les sifflets du public. Les sifflets et en même temps les applaudissements, parce qu'il y avait dans la salle des gens qui étaient contents de voir Johnny Catherine allongé à terre KO. Donc ce soir-là, il subit 2 KO, le KO technique et puis le KO moral, quoi. Et ça va lui faire du mal. Une page se tourne, définitivement. 15 ans de compétition, 60 combats, 55 victoires, un seul KO. Fin 2004, le Johnny du ring n'est plus. Comme il n'était plus en compétition, il a eu besoin de se retrouver dans quelque chose, et c'est quelque chose qu'il connaissait le mieux, c'est la rue. Toute cette connaissance qu'il a eue, il n'a pas suffi pour qu'il puisse sortir vraiment de cet endroit. Et malheureusement, ça a été fatal pour lui. Le champion est déchu. Une fois retombé dans le poulailler de Saint-François, Johnny est redevenu le coq, le tyran dans la culture créole. Et le coq a été mis à mort par les siens, excédé. 26 décembre 2004,
où j'ai un coup de fil, on me dit que ouais, Johnny a été assassiné. Moi, je te dis franchement, ça ne m'a pas étonné. Sauf que ça m'a fait chier de savoir qu'il a été assassiné dans ces conditions-là. 28 décembre 2004. 2 jours après le meurtre, le monde de la boxe et les habitants de Saint-François se retrouvent réunis autour du cercueil de Johnny. Ces 2 familles sont là, le ring et la rue, massées dans la petite église de Saint-François. Johnny, tu n'es pas un ange. Le père Brachère entonne les premières paroles de la chanson d'Édith Piaf avant d'ajouter « J'ai rarement vu une rose sans épines, et j'ai rarement vu une rose fleurie dans toute sa beauté mourir aussi rapidement. » Parmi les personnes présentes à la cérémonie, beaucoup ont assisté aux scènes barbares de la mise à mort de Johnny Catherine. Mais aujourd'hui, à Saint-François, 9 personnes manquent à l'appel. Ce sont les 9 inculpés dans le meurtre du champion. Sur les hauteurs du village, l'ombre de Johnny Catherine plane, telle la statue du commandeur. Carole, sa sœur, celle qui a tout partagé avec lui, la rue, le ring, la misère, la gloire, veille désormais scrupuleusement sur sa mémoire. On m'a donné comme ring la cour de ma tante. Mon public fut les yeux de ma famille. Comme adversaire, la mort. Mon corps martyrisé repose ici. Le lion restera le lion. Catherine Johnny Jean-Luc, décédée le 26 décembre 2004 à 34 ans. « 12 septembre 2007. La Réunion est à nouveau en alerte tsunami. Un signe peut-être. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès aux assises des assassins présumés de Johnny Catherine. 2 années se sont écoulées. Les passions, elles, ne sont pas retombées. Le procès s'annonce hors norme, du jamais vu à La Réunion. Durant 1 semaine, face aux jurés, 8 des 9 accusés vont se retrouver dans le box. Le 9e, âgé de 15 ans au moment des faits, sera jugé dans un tribunal pour mineurs. 10 avocats au total vont se relayer. Ceux des 8 accusés devront batailler avec les avocats de la partie civile, ceux du clan Catherine. Ce procès est enfin l'occasion de mettre des noms et des visages sur les habitants de Saint-François impliqués dans le meurtre de Johnny Catherine, ceux qui ont lynché le champion du monde dans la cour de la tante Émilienne. Le clan Johnny Catherine est sur le pied de guerre. Carole, la sœur de Johnny, sera la porte-parole de la famille. Les 8 prévenus dans le box risquent gros. La peine maximale, une condamnation à perpétuité. Ils sont accusés d'assassinat avec préméditation. L'audience commence. Les identités de chacun sont dévoilées. Il y a d'abord les frères Ouaro, Frédéric et David. C'était des gens totalement respectables, totalement inconnus des forces de l'ordre et de l'autorité judiciaire avant que ce malheureux fait divers ne survienne. Et puis, il y a les frères Dalidan, Johan et Antonio. C'est 2 frères en fait. L'un avait 19 ans et l'autre avait 20 ans. À peine sortis de l'adolescence. Des enfants bien élevés, des parents ordinaires qui élèvent leurs enfants. Une autre fratrie, les Paillettes, aurait été complices. Ils n'ont jamais mis un pied dans un tribunal. Tous les 2 maçons, avec des revenus modestes, une vie simple. Enfin, il y a André Chaplin, le plus âgé. C'est un homme très droit, quelqu'un dont toute la vie tourne autour de sa famille. Il avait dit « Mon rêve, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma famille ». C'était vraiment ça. Et moi, franchement, j'étais très fière de défendre cet homme-là.
aucun des accusés n'a vraiment le profil de l'assassin. Pourtant, c'est la barbarie de leurs actes qui va ouvrir le procès. Le rapport du médecin légiste est accablant. D'abord, les armes utilisées. Une batte de baseball cloutée, une machette, un sabre. Autant d'armes qui ont provoqué au total 31 blessures. 2 d'entre elles retiennent l'attention. La plaie numéro 16, celle portée droit au cœur qui a provoqué la mort, et l'amputation du pied droit. Le tribunal est confronté au sang, à une atrocité rarement atteinte à La Réunion. Moi, j'ai vu les photos, j'ai vu les armes. J'étais très troublé lorsque j'ai découvert le corps de Johnny Catherine. Je me disais, mais comment? Mais qu'est-ce qu'il a fait, ces types-là, pour mériter cet acharnement, cette barbarie, cette préméditation? Le crime était odieux. La victime, Johnny Catherine, était bien massacrée. J'ai plus le nombre de coups en tête. Ces bourreaux, pour le tuer, ont décapité sa jambe et l'ont porté comme étant trophée, puisque pour eux, Johnny Catherine tirait sa force de sa jambe. Donc ça jouait quand même, ça ne jouait pas en faveur de nos clients. Comment ces hommes en sont arrivés à une telle barbarie? Le procès nous replonge aux heures qui ont précédé le meurtre. Le 25 décembre 2004, les habitants de Saint-François célèbrent Noël. S'il y en a un qui n'est pas de la fête, c'est bien Johnny Catherine. Depuis qu'il a été mis KO sur le ring, il se montre de plus en plus agressif. Et plus encore ce jour de Noël, symbole d'une unité familiale qu'il n'a jamais vraiment connue. Ce soir-là, il se rend dans la famille O'Haraud. Le 25, Saint-François là qu'à un moment, mais il est arrivé de son bon frère, il a tapé quelqu'un, qu'il a tapé quelqu'un à un moment. Il a parti regarder et défendre, il a baisé mon moment. Un coup de poing, c'est pas un coup de coude, la baisse, là, il a fait péter un dent. Elle s'est pris un coup de poing, une petite dame. Et mon frère Tinan, quand il a vu ça, on dit quelqu'un il tape un moment devant où il fait énerve à où. C'était ça, la vie avec Johnny Catherine dans les quartiers. Donc à un moment donné, il y a trop et il y a trop, voilà. Cela rassemble les autres, comme il dit, une journée, 2 journées avant, vous comprenez? C'est que c'est passé depuis le mois que l'arrivée, le mois de décembre. Là. Ils se sentaient, ces jeunes, prisonniers de leur quartier, avec un gardien de prison qui s'appelait Johnny Catherine. Il a claqué les dalidons. Il a claqué le Tikami. Il a claqué aussi, qui sont encore, les paillettes. Et il était ça claque aussi, les chapelains. Le matin du 26 décembre 2004, les accusés décident de régler son compte à Johnny Catherine, qui ne compte plus le nombre de ses ennemis. La haine accumulée depuis des mois est sur le point d'éclater. Les O'Haraud la veille, mais aussi les frères Dalidan l'avant-veille, et la famille Chapelain depuis le début décembre. Johnny Catherine les terrorisait tous. Il dit, voilà, je crois Johnny Catherine, il nous a menacés encore. Et là, ça part. Ça prend le téléphone, on appelle un tel, on appelle Chapelain. Et là, tout le monde croit, voilà, il y a encore une menace imminente de Johnny Catherine à l'égard de la famille. Et là, il dit, voilà, on y va. Et on y va, on s'équipe. Et là, on prend ce qu'on trouve. Donc, la batte de baseball, elle était là. La hache, elle était là. Les sabres ont été achetés très tôt le matin. Lors de la reconstitution, les 8 accusés racontent comment ils se sont retrouvés à traquer Johnny Catherine. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés d'une vingtaine de jeunes du quartier, tous remplis de haine. Mais eux seuls l'ont battu à mort dans la cour de sa tante Émilienne. C'est David O'Haraud qui avoue l'acte le plus atroce, le pied coupé. Il confesse alors s'être senti comme David terrassant Goliath en tranchant le membre avec lequel Johnny frappait le plus souvent. C'est dire couper pied.
Et depuis avant, il était fini à moi. Et puis, peut-être pas le 26, mais après, quand on partira par là, un mois après, il a vers moi, il a dit à moi, il en coupe le pied. Point bas. Voilà ce qu'il a fait. Il a dit, il s'en met le maman handicapé, il s'en met handicapé, et il s'en coupe le pied. Fini. Je ne pense pas qu'il voulait le tuer réellement. Il voulait mettre à mal une personne qui était le caïd du quartier. Il voulait plutôt le mettre sur un fauteuil roulant et le continuer à le faire vivre. C'est ça qui est encore beaucoup plus violent à mon avis, je pense. Et je pense que même les gens, ils regrettent de l'avoir tué parce que je pense qu'ils auraient aimé le voir encore des années et des années sur un fauteuil roulant et ne plus pouvoir se battre. 8 hommes ordinaires pour un crime exceptionnel. La question de la préméditation arrive au cœur des débats. Pour le clan Catherine, les armes et l'organisation en bande prouvent bien l'intention de tuer. Pour les avocats des accusés, ce sont les humiliations répétées exercées par Johnny Catherine qui auraient déclenché cette pulsion collective. C'est l'instinct de survie qui les a poussés collectivement à une telle barbarie. On parle alors d'ivresse du sang, presque de circonstances atténuantes. Et avec la vue du sang, effectivement, ce que l'expert a expliqué, c'est comme un chien qui goûte au sang, mais on ne le maîtrise plus. C'est vraiment tout discernement part. Et c'est pour cette raison-là, ils n'ont plus du tout mesuré le nombre et la force de leurs coups. Les avocats de la défense pointent l'élément déclencheur de cette folie collective. La gendarmerie de Saint-François n'assurait pas la sécurité de ses habitants. Puisque Johnny Catherine pouvait agir en toute impunité, livrés à eux-mêmes, les meurtriers n'avaient d'autre choix que d'agir en groupe pour rendre justice eux-mêmes. Ils ont été poussés à bout. Et ils en sont arrivés là par un certain nombre de circonstances, en particulier la démission de certaines autorités et la passivité des forces de l'ordre. Contre toute attente, au 4e jour des assises, le procès tourne en faveur des accusés. On va retrouver Anaïs Charles-Dominique en direct de la cour d'assises. Ce matin donc, Anaïs, les avocats ont commencé par revenir sur la personnalité de Johnny Catherine. Alors oui, effectivement, la personnalité et le comportement de Johnny Catherine étaient au cœur des plaidoiries de la défense ce matin. Donc on a beaucoup insisté encore une fois sur la violence du personnage, impulsif, injuste. Johnny Catherine frappe sans raison, il fait la loi. Donc c'est le portrait qui a été brossé par les avocats de la défense et qui parle de harcèlement, d'une série d'humiliations, de la peur à Saint-François. Pour la famille Catherine, le coup est rude. Le procès des accusés devient celui de la victime. Ce n'était pas le procès de ces personnes, c'était le procès de mon frère. On a jugé mon frère sur son passé, sur 5-6 fois pour agression, des bagarres. Donc tout de suite on a mis sur sa tête, c'est lui qui a cherché. Franchement, on a assisté au procès de Johnny Catherine. Johnny Catherine était presque né délinquant. Il finit, contre toute attente, champion du monde. Johnny Catherine avait tout pour garder l'aura de son titre. Il rebascule finalement dans la violence. Johnny Catherine est resté prisonnier de Saint-François. Saint-François est une grande famille. Johnny Catherine en était le rejeton, le vilain petit canard, celui qui semait la discorde. C'est en famille que Saint-François a décidé de lui régler son compte. Une grande famille. Les accusés ne sont pas seulement voisins à Saint-François. Ils ont entre eux des liens de sang. Les uns sont frères, les autres cousins ou beaux-frères. Dans ce clan de fortune, un personnage se détache. André, le plus âgé de tous les accusés. C'est lui qui a porté le coup mortel, la fameuse plaie numéro 16. Il partage avec Johnny Catherine un lourd secret qui est évoqué au cours du procès. Le fils aîné d'André est en fait
le fils caché de Johnny Catherine. Mais en réalité, c'était évidemment le fils naturel de Johnny Catherine. Et d'ailleurs, physiquement, les deux se ressemblent énormément. On était très étonnés, c'était le portrait de Johnny Catherine. La mère de aurait été violée par Johnny Catherine. 5 mois plus tard, André l'épouse. Il reconnaît dès sa naissance. C'est pas son fils adoptif, enfin, c'est son fils. Parce que quand même, qu'est-ce que c'est qu'être un père? C'est se lever tous les matins, se lever quand l'enfant est malade, le prendre dans ses bras, l'entendre dire papa, c'est être auprès d'un enfant au quotidien. C'est lui le père de... Ce bonheur familial est menacé par Johnny Catherine qui ne cesse de harceler les... Quand il apprend que son fils illégitime devient un bon boxeur, Johnny veut renouer le contact avec lui. À sa façon. 1 mois avant le meurtre, Johnny Catherine lui révèle qu'il est un fils de bâtard, un fils de violé. Et il y a quelqu'un qui est dans la violence, dans la jalousie de ce bonheur très simple, qui commence à les harceler, qui essaye de détruire cet équilibre aussi, d'harceler le fils, de lui rappeler qu'il est un bâtard issu d'un viol. Donc il y a tout ça et je pense qu'André, en tant que père, ne pouvait pas regarder ça sans réagir. Le 26 décembre 2004, André décide d'emmener dans l'expédition punitive. Alors 15 ans, il est armé de la machette. Il portera 2 coups contre son père biologique. Il y a un témoin de la scène du crime, Michael Catherine, le fils légitime de Johnny, né d'un autre lit. Il est là, dans la cour de la tante Émilienne, face à son demi-frère. À maman vu maintenant qu'on a couru sur papa là reste sur le terrain, il dit bah pour mon tonton dit quoi. Mais après là il a couru, bah maman court le camp, mon cousin la suivre. Comble du sort, Michael et sont boxeurs. Chacun de leur côté, ils suivent les traces du père. Le jour de la reconstitution, les 2 frères se retrouvent à quelques mètres à peine, face à face. Ce jour-là, ce sont les 2 visages de Johnny qui se retrouvent confrontés l'un en face de l'autre. Ça a peut-être été le seul moment de tension qu'il y a eu, c'est quand les deux se retrouvaient face à face au moment de la reconstitution sur les lieux réels du meurtre dans la cour de la tante, où effectivement le fils légitime et le fils légitime sont face à face. Et là, effectivement, de la part du fils légitime, il y a eu quelques paroles un peu fortes. Le procès devient celui de la reproduction d'une misère sociale. De même que Johnny a été abandonné par son père, David, son fils, ne porte pas son nom mais celui de Chaplin. En frappant Johnny, c'est comme s'il avait voulu mettre un terme à ce cercle vicieux. La tragédie de ce garçon, c'est en fait il a tué son père avec l'aide de son autre père. Et ça, c'est tragique. Ça pourrait... Oui, une tragédie grecque. La fin du procès des assassins présumés de Johnny Catherine. Le verdict est tombé ce soir après 8 journées d'audience au palais de justice. Le verdict a enfin été rendu un peu avant 19h, après 4h30 de délibéré. Pour les jurés, les accusés ne voulaient pas tuer Johnny Catherine. C'est un coup de théâtre. La préméditation n'est pas retenue. Le terme d'assassinat est abandonné. On parle de coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On ne parle plus de barbarie. David Oaro, celui qui a coupé le pied, et André, auteur du coup mortel, sont condamnés à 10 ans de prison. Le fils illégitime, mineur au moment des faits, est placé dans un centre pour jeunes délinquants. Les autres accusés prennent entre 1 et 6 ans de prison, des peines légères au regard du meurtre. Ces temps a bien diminué la peine et comme ils ont déjà fait 3 ans, comme ils ont dit, allez, nous les là, on va pas beaucoup de gens, les bons, inquiète pas, la famille est là, inquiète pas, inquiète pas. Pour les familles des accusés, c'est un soulagement. À l'extérieur,
les tensions restent vives. Pour le clan Catherine, la clémence des jurés crée une immense frustration. On assassine un être humain sous les yeux de sa famille. On le mutile, on prend son pied comme trophée, on jette au caniveau parce que quand on l'a jeté, il y avait des gens qui l'ont vu. C'est l'honneur de ma famille qui a été souillé, qui a été bafoué, c'est l'honneur de mon frère. Pour moi, après le procès, ces personnes-là, ils ont souillé son corps et la justice a souillé son âme, son nom. Johnny Catherine s'est battu à la force de ses poings pour provoquer son destin. Mais son passé, ses origines, l'ont finalement rattrapé. Johnny Catherine n'avait-il d'autre choix? Le ring ou la rue? La boxe ou la mort? Il me disait tout le temps, lui, il ne va pas mourir comme tout le monde, sur un lit ou bien un truc comme ça. Donc, il me dit, ben, tu vas mourir comment? Dis-moi, regarde ça. Il enlève sa chemise, il me montre sur son estomac, grand cercueil comme ça avec une croix dedans, écrit « Je suis né pour souffrir ». Et chacun a un destin. Et des fois, je dis, je n'ai fait que prolonger sa vie de quelques années supplémentaires, parce que je pense que dans son quartier, il y avait un mal-être. Aujourd'hui, la plupart des accusés sont libres. Ils sont retournés vivre à Saint-François. Bourreaux et victimes se retrouvent à nouveau ensemble. Des bourreaux à jamais traumatisés. Une victime qui, elle, continue de hanter les esprits. Sur la route qui mène à Saint-François, une immense fresque a été dessinée à la mémoire de Johnny Catherine. Celui qui n'a cessé de défier une vie écrite à l'avance laisse son empreinte à l'entrée même du quartier qu'il a vu naître. Partout dans Saint-François résonne son cri de guerre face à la vie. La vraie force, c'est d'y croire, quelle que soit sa condition.